Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu, c'est le retour de vacances, je vous avais dit que je ferais quelques vlogs, donc avec des sujets qui m'intéressent, et je sais que certains d'entre vous s'intéressent également à ces sujets-là, et donc c'est l'occasion un petit peu d'en discuter et de sortir un petit peu du contexte. Les vacances se sont bien passées, et je vous avais dit, avant de partir en vacances, peut-être que je rencontrerai quelqu'un, comme l'année dernière j'étais au milieu d'un camping, il y avait un lagon, et à un moment, donc j'étais en train de me baigner tranquille, quelqu'un qui me fait «Ah, salut Xavki», et bon, du coup on avait parlé 3 quarts d'heure, etc. Donc je m'étais dit, bon, cette année, ça se reproduira pas, hein. Et un matin, donc j'étais au mobil-home, et cette année, donc, j'entends «Bonjour, bonjour monsieur», ou je sais plus très bien, et puis la personne me fait «Mais vous êtes Xavki?» Et je fais «Oui». Et il me fait «Ah, bah je suis votre chaîne, etc.» Il me dit «Ah, je suis en train de me reconvertir, passer du sysadmin au DevOps, merci pour tout ce que vous faites, etc.» Donc vraiment super sympa, très belle rencontre, et vraiment très très cool. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est quoi? C'est Shuki Kamata. Alors, ça fait partie des sujets que pendant les vacances j'ai passé énormément de temps dessus, alors pas Shuki Kamata en particulier, mais tout ce qui est attenant aux technologies vertes, on va dire, même si elles ne sont pas vertes proprement dit, tous ces sujets-là. Alors, pas mal de temps sur Twitter pour m'apercevoir en fin de compte, donc ça m'a permis de faire un petit bilan, etc. D'une part que je suis pas adapté pour Twitter à titre perso, et que par ailleurs les débats sur Twitter, etc. c'est quand même pas toujours joyeux. Même des gens qui ont à peu près les mêmes idées se retrouvent à un moment, de toute façon se confrontent à un moment, etc. C'est pas toujours en tout cas constructif, me semble-t-il. Bref. Donc, revenons-en Shuki Kamata. Alors pourquoi Shuki Kamata? Shuki Kamata, c'est la plus grosse mine de cuivre au monde. Elle représente à peu près 13% de la production de cuivre au monde. Et le cuivre, bien, c'est un des Eldorado à venir. Et c'est déjà le cas même d'ailleurs. Et donc, ça cristallise un petit peu différents aspects, hein. D'une part, vous allez voir, on parle de quelque chose qui est extraordinaire à l'échelle humaine, hein. En tant que fils d'agriculteur, voir ne serait-ce que les engins qui s'y présentent et voir les quantités qui sont déplacées, remuées, etc. C'est juste ahurissant, hein, non pas juste se dire c'est un truc de dingos, mais c'est comment on va dire, c'est un investissement humain assez colossal pour un petit pays, donc le Chili en l'occurrence, on se situe au Chili, pour un petit pays dont une partie de l'économie repose sur ces matières-là, et d'autres matières minérales qui ont le vent en poupe et qui n'ont pas fini de l'avoir, ce vent en poupe. Alors le cuivre, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. J'ai lu pas mal de choses. On sait que de toute façon, l'extraction alors de minerais, d'un point de vue général, va exploser au niveau planétaire. Ça sera la même chose, bien sûr, pour le cuivre qui va suivre la tendance. On parle de 3 à 6, voire plus. Donc ça, c'est suivant une échelle de temps qui va aller de, on va dire, une petite vingtaine d'années à peu près à 30 ans à peu près. Donc quelque chose qui est considérable. Pourquoi? Parce que c'est un des minerais qui est largement utilisé dans les technologies vertes. Alors si on devait symboliser les technologies vertes, on passe des technologies, on va dire fossiles, les énergies fossiles, mais technologies, disons, fossiles, aux technologies à base de minéraux. C'est la grosse transition qui se passe, hein, finalement actuellement, au-delà de passer de quelque chose qui est fossile à quelque chose de vert, même s'il n'est pas si vert finalement quand on s'y intéresse. Et donc, derrière, ça va être des changements assez importants de pouvoir, de géostratégie, etc., géopolitique, avec des pays, on peut le présumer, des pays du Moyen-Orient qui avaient, ou en tout cas d'autres pays également, qui avaient un petit peu la mainmise sur le pétrole avec l'OPEP, etc., et qui vont se retrouver finalement avec des changements, on va se retrouver avec des changements de polarisation, et d'autres pays qui vont gagner en poids sur la chaîne internationale, notamment en tant que fournisseur de ces minéraux. Donc ça, je trouve ça, déjà, c'est quelque chose qui est assez passionnant quand on s'y intéresse un petit peu plus. On voit que la Chine, ça fait déjà maintenant plus de 30 ans qu'ils s'intéressent à ces sujets-là, et qui du coup sont les mieux placés, on va dire, en globalité sur toute cette problématique-là. Le cuivre, alors pourquoi le cuivre en particulier cette fois-ci? Eh bien, tout simplement, le cuivre est au cœur des technologies vertes, notamment donc d'une part la voiture électrique.
entre 80 à 100 kg de cuivre par voiture. Une voiture thermique auparavant, c'était au l'ordre entre 20 et 40 kg à peu près, suivant ensuite l'hybride, ça pouvait être un petit peu plus, et voire pour les plus grosses voitures, hein, parce que là on parle de voitures un petit peu électriques un peu on va dire standard, relativement restreintes. Si on part sur les 4x4 SUV, mais les gros trucs électriques, donc qui d'ailleurs on en reparlera, mais c'est pas normalement quoi. Il faudrait pas trop s'orienter vers ça, mais on part vers ça. Et bien derrière, on pourrait même voir jusqu'à multiplier par 2 cette consommation de cuivre. Pourquoi ? Parce que derrière, on connecte tout à l'intérieur des voitures, on rajoute des écrans, etc. Mais c'est pas trop le lieu où on va trouver le plus de cuivre. Mais toute l'interconnexion, la transmission d'électricité se fait à base de cuivre, et on en retrouve énormément au niveau des voitures. Là aussi, on va retrouver, c'est qu'on a des voitures électriques, du coup, il faut les recharger. Donc, on va mettre en place des bornes. Hein, donc, on parle toujours de milliers de bornes, etc. Eh bien, il faut ramener, il faut du cuivre pour ramener l'électricité et la transmettre. Alors autant qu'au jour d'aujourd'hui, on a énormément de secteurs qui utilisent l'électricité, autant quand on passe à l'échelle des transports et de la voiture en particulier, ça se démultiplie énormément compte tenu du nombre de véhicules et de la place qu'a le véhicule au niveau de notre société. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Sur les pays développés, la place est centrale et énorme. Sur les pays en voie de développement, le but, c'est justement que ça atteigne... Alors le but, recherché ou non recherché, je ne sais pas, mais en tout cas, le but... En tout cas, là où ça nous conduit, hein, de faire en sorte que ces pays en voie de développement atteignent une consommation occidentale, avec tous les travers que ça peut avoir, eh bien, ça conduit aussi, bien sûr, à cette démultiplication. Donc, un impact qui est relativement important sur ces aspects-là. Derrière, la ressource de cuivre, par chance, ça fait partie... on ne le considère pas comme un métal rare, puisqu'on peut le trouver assez facilement sur Terre. Alors je dis bien assez, les réserves sont relativement importantes, extrêmement importantes même, mais la problématique de la rareté ne repose pas uniquement sur la quantité présente sur Terre. Elle se représente également par rapport à la facilité d'extraction des minerais en question. En l'occurrence, donc si on représente une courbe, alors hop, on va le faire comme ça, voilà, ouais, comme ceci, voilà, comme ceci. Eh bien, là, si on regarde cette mine de Chuquicamata, par exemple, a un taux de concentration de cuivre, on va dire, autour de 2%. De nos jours, les nouvelles mines trouvées, hein, en mode de recherche, découvertes, eh bien, elles ont des taux de concentration qui sont autour de 0,6%, voire moins. Donc ça donne une concentration qui est relativement plus faible. Alors l'impact derrière est assez important. Pourquoi ? Dans le passé, en fait, c'était facile de trouver des mines de cuivre, relativement facile. On ne tapait pas non plus dans des zones relativement protégées. Les impacts pouvaient être relativement maîtrisés, et cette concentration a été relativement élevée, même plus élevée que ça encore auparavant. Ce qui faisait que on monopolisait beaucoup moins d'eau, les process pouvaient être relativement plus simplifiés, et derrière les machines employées, l'énergie employée pour l'extraction était relativement plus faible également. Au fur et à mesure que les taux de concentration baissent, sauf si on retrouve une mine qui a une concentration importante, mais ce qui est rarement le cas, puisqu'en fait la recherche a été, les découvertes ont été faites principalement autour des secteurs, des zones les plus porteuses, et bien derrière il va falloir creuser plus profond, extraire avec différents procédés et matériaux, voire polluants, etc. Donc c'est un impact extrêmement fort, et derrière, cette concentration avec cet impact fort fait que même si le produit n'est pas rare, il finit par devenir rare par ce fait-là, quoi. Donc ça monopolise des capitaux, même financiers, assez importants. D'ailleurs, alors j'ai lu une étude qui parle d'un pic de production de cuivre entre 2024 et 2027, un peu comme le pic du pétrole. Pourquoi ? Parce que en fait, les besoins, les capitaux n'ont pas suivi l'évolution du besoin. La recherche la prospection n'a pas suivi l'évolution du besoin, a priori. Donc ça reste que mon avis personnel par rapport à ce que j'ai lu, hein. Il y a plein d'autres littératures que j'ai certainement pas lues, mais en tout cas, c'est ce qui m'a semblé en tout cas ressortir.
Et donc derrière, on peut se retrouver à un moment avec un creux et ensuite une consommation qui va enfler au fur et à mesure du temps, comme je vous disais. Alors Chuquicamata, je la trouve extrêmement intéressante, cette mine de cuivre. Alors elle n'est pas représentative de toutes les mines de cuivre non plus, mais les principales mines de cuivre dans le monde sont assez conséquentes. Là on parle d'une mine de cuivre dont la profondeur fait presque 1 km, hein, donc 900 mètres de profondeur au maxi, hein, donc ce qui est assez considérable. Vous voyez où elle se situe, donc on a ici le Chili, et on la retrouve au nord du Chili, donc forcément dans le désert d'Atacama, qui est quand même assez réputé pour sa richesse un peu minérale, à proximité de la ville de Calama. Et donc on se retrouve en plein dans la complexité qu'apporte ce type de choses dans ce contexte-là, c'est-à-dire une population pauvre, souvent un manque d'eau, difficulté également à trouver de l'alimentation, etc. Et en même temps un besoin à subvenir, donc à avoir des moyens financiers, hein, puisque à l'heure actuelle, voilà, sans finance on fait pas grand-chose. Et un impact polluant fort, un impact fort de cette mine, au-delà même de la pollution, hein, plein d'impacts sur par exemple l'alimentation en eau potable, et donc une population qui est prise un peu entre deux feux. Eux, ils sont contents d'un côté de pouvoir avoir des revenus, mais de l'autre côté, l'impact qu'ils doivent subir au quotidien est extrêmement important, y compris au niveau santé. Ça, voilà, c'est comme ça. Alors la mine, elle fait 8 km² hein, au total, donc elle est d'ailleurs même composée de plusieurs sous-éléments, donc ils portent pas, quoi, c'est pas la mine de Chuquicamata, mais on pourrait l'étendre un petit peu plus. Derrière, il y a tout un historique. Elle a été donc mise en service, on va dire, en 1915, avec une construction en 1913, extrêmement intéressant. Derrière, en termes d'extraction, si on prend, on va faire Chuquicamata Truck, par exemple. Et là, derrière, l'extraction, c'est ces fameux monstres, un petit peu. Alors, ça, c'est pas très sympa. On va le faire comme ça, voilà. Ces monstres, ici, de plus de 400 tonnes, 300 tonnes de charge à peu près, il me semble-t-il, et des roues de 4 mètres de haut, les trucs de dingue. À savoir qu'un camion comme ça, hein, dans la mine de Chuquicamata, pour remonter le minerai jusqu'en haut, il met 1 heure quand il part du fond pour remonter complètement jusqu'en haut, donc 1 heure au total, sachant qu'il consomme 10 litres de fuel par minute. Donc c'est assez considérable quand même. Derrière, donc dans les choses intéressantes, sympas à se faire, hein, pour découvrir, eh bien c'est d'aller sur, on va faire Google Earth Timelapse. Et donc quand on se rend dans Google Earth Timelapse, on va retrouver, alors là c'est la magie un peu de Google Earth, mais c'est qu'ils ont pris des choses un petit peu emblématiques. Alors vous avez le glacier ici, si vous avez envie de pleurer, vous mettez l'animation, vous allez le voir disparaître gentiment. Donc le timelapse, il permet de passer de 1984 à 2020, me semble-t-il, de mémoire. Et donc si on se rend dans mining, eh ben, ils ont pris la plus grosse mine au monde, donc Chuquicamata, cette mine située au Chili. Donc on se rend au Chili, hop, c'est parti, on descend. Et là, on va voir cette évolution. Donc, vous voyez qu'on part de 1984. Voilà. Toc. Ici, donc, regardez bien. On va... alors, où est-ce qu'elle est passée? Ouais, faut qu'on zoome un petit peu quand même. Alors, faut pas qu'on zoome trop. Donc là, c'est la mine, vous voyez, en 1984. Quoi, 88, on va se remettre en 84. Vous voyez, ici, on voit le cœur de la mine en question. Et vous voyez qu'autour, bon, ça bouge un petit peu. Si on lance la lecture... Vous voyez que cette mine-là augmente énormément. On voit les dépôts qui se construisent au fur et à mesure ici. C'est incroyable, hein. Les quantités sont énormes. Parce que donc, quand on a une mine comme ça, les minerais, etc. sont hyper concentrés. Et puis on se retrouve à un moment, quand on les extrait, on va injecter de l'air dedans, potentiellement de l'eau également. Donc du coup, ça va prendre une place beaucoup plus considérable. Donc on voit qu'il y a également des mines qui se sont construites autour ici, hein, au nord également, pour compléter un petit peu cette mine. Alors si on se rend ensuite dans... donc si on tape Chuquicamata, comme ça, tout simplement, on va se rendre dans Earth.
dans Maps, là, cette fois-ci. On va réduire ça. Donc il y a plein de choses qu'on peut visualiser juste pour s'intéresser un petit peu aux choses. Donc là, si on regarde, voilà, on retrouve cette mine qui est considérable, hein, si vous regardez, vous voyez, hein, c'est assez énorme. Vous pouvez retrouver des vidéos également sur YouTube qui sont assez sympas. Et derrière, cette mine, ben, elle a besoin de fonctionner. Pour fonctionner, elle a besoin d'une part d'énergie, d'eau, donc captage dans l'eau des nappes phréatiques, pardon. Également, donc comme elle s'est retrouvée avec des difficultés liées à ça, ils sont en train de travailler sur la mise en place d'une désalinisation d'eau à Tocopilla, il me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on va désaliniser de l'eau et l'envoyer 250 km un peu plus à l'est pour travailler les minerais au niveau de la mine, etc. Alors Tocopilla aussi, c'est le fournisseur d'énergie de cette mine, avec ici une centrale à charbon signée Engie, hein, donc on retrouve le Engie, si on recherche, on le trouve, hein, de toute façon. Donc c'est une mine signée Engie, hein, donc centrale à charbon. Donc vous voyez déjà le côté énergie verte, hein, qui est déjà pas terrible, hein. On parlait tout à l'heure un petit peu de ce que consomment ne serait-ce que les engins, mais au-delà des engins, il va falloir monopoliser une énergie considérable pour broyer au niveau farine, hein, pour ainsi dire, ces minerais. Donc c'est quelque chose d'assez assez considérable en termes de ressources à utiliser. Donc ici, bien sûr, un impact, hein, le charbon, donc derrière, au niveau santé, les riverains, etc., qui se plaignent, hein, forcément. Et puis derrière, donc les minerais, il faut les envoyer ailleurs dans le monde. Alors au charbon, hein, le charbon, il vient d'où, hein? Il vient pas d'ici, hein. Vous voyez que c'est des bateaux qui les apportent, hein. On le voit ici, hein, très bien, cargo. Et ça vient de deux endroits différents. Donc si on dézoome, hein, ça vient en partie de Colombie, hein, ici. Et également, vous voyez qu'on est, alors on n'est pas si loin, c'est façon de parler, hein, mais de Nouvelle-Zélande. Il y a, je sais pas, il doit y avoir 10 000 km, quelque chose comme ça, de Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est Chuquicamata. Ensuite, donc là, pour la partie énergie, on va dire, Tocopilla. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, énergie de la mine. Et une fois que la mine a produit, bien sûr, son cuivre, il faut qu'elle l'envoie, hein, dans le monde entier. Et donc, il y a un port qui lui permet d'envoyer ça. C'est Antofagasta. Donc Antofagasta qui est le seul port du coin, hein, qui est quand même relativement loin, hein, parce que vous voyez, tout à l'heure on était à 250 km, là on est encore même à plus loin que ça. Et derrière, donc il va permettre d'envoyer dans le monde le cuivre en question. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette ville-là, on a un petit peu marre sur certains aspects, hein, parce que derrière, c'est énormément de camions au quotidien qui se promènent, des poussières extrêmement importantes générées, et derrière, donc, une population qui souffre de problèmes de santé assez considérables, donc des cancers des poumons qui sont largement au-dessus des normes habituelles. Bien sûr, on le retrouve au niveau de la mine également. Donc si on remonte, voilà, donc à Calama. Au niveau de la mine également, on a également, on va pas le voir aujourd'hui, mais voilà, beaucoup de choses sur ces aspects-là qui sont importants. Donc ça, vous voyez, juste une mine ici, ça change considérablement le contexte local, à la fois d'un point de vue ressources, hein, bien sûr, ça apporte de la ressource, mais en même temps, l'impact local est considérable. D'autant plus que, derrière, si on regarde, donc on va peut-être le voir ici, on a le Lao qui est un cours d'eau en fait, bon on va pas le voir comme ça, qui arrive à Calama, voilà ici, et c'est celui qui fournissait, en tout cas à l'origine, au moins une partie de l'eau qui est nécessaire pour le fonctionnement de la mine, l'extraction, etc. Ce cours d'eau, petit à petit, on s'aperçoit que finalement il reste plus beaucoup d'eau, hein. Quand il se rejette à l'extérieur, dans la mer, il rejette plus grand chose finalement. Bref, ça donne des conditions assez délicates. Voilà un petit peu, donc j'ai fait un petit peu ce genre de choses aussi sur les mines en Chine, etc. Il y a pas mal de choses sympathiques à regarder. La mine, vraiment, celle-ci, Chuquicamata, je vous invite vraiment à aller voir, même des photos, etc. C'est titanesque, hein, comme chantier. C'est impressionnant, hein, en même temps, hein, au-delà de l'aspect impact environnemental, c'est juste
colossal, les masses déplacées, hein, là on parle de plusieurs dizaines de kilomètres, hein, parce que quand on met toutes les mines bout à bout en même temps, hein, on voit qu'on en a une ici on a les déchets, ici on a des déchets encore, des déchets ici également, on a encore une mine d'extraction ici aussi, bref, il y en a un petit peu partout. C'est assez impactant, très très impactant, cette extraction du cuivre. Voilà, donc c'était le petit tour aujourd'hui. Si ça peut donner goût à certains un petit peu à creuser dans ces sujets-là, il y a plein de choses à voir. Je suis tombé également sur des études, des vieux textes, des vieux livres sur les mines de cuivre dans les années 50, etc. On voit que le contexte a totalement changé, hein, du tout au tout, donc c'est extrêmement intéressant de voir un petit peu cette évolution. On va dire la montée, non pas en puissance, parce que finalement le Chili reste quand même, eux ils veulent se trouver une place un petit peu comme les pays de l'OPEP à l'heure actuelle, c'est-à-dire d'avoir son mot à dire à l'échelle internationale grâce à cette ressource. Pour l'instant ce n'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire que ils trouvent un petit peu leur place, mais ils ont besoin quand même de faire un peu profil bas, juste fournir de manière à pouvoir créer ce lien et cette dépendance qui est nécessaire. Rappelons donc qu'il y a des grèves assez souvent, il y en a eu une en 2019, mais des grèves assez souvent à la mine de Chuquicamata, notamment pour les conditions de santé et le niveau des salaires, puisque les mines, généralement, au niveau social, c'est pas forcément miraculeux sur différents aspects, et également, bien sûr, au niveau santé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.